Et souvent, ils ont projeté qui sait ce que c'est que les chiites, qui savait ce que c'était que les chiites et les sunnites, qui savait en France que les musulmans sont divisés en plusieurs groupes et que les chiites, qui sont si importants en Iran et à Bagdad, sont minoritaires par rapport aux sunnites. Qui savait en France que l'Arabie saoudite n'existait pas avant la fin du XVIIIe siècle? Personne. Donc, il faut quand même savoir un peu sur les autres avant d'intervenir chez les autres, non? Il faudrait mieux en savoir. Et les journalistes qui partent sans savoir, ils reviennent avec quoi? Des événements. Hein? Vous comprenez? Qu'ils soient journalistes de papier ou de télé, c'est quand même, il faut savoir un peu, quoi. D'ailleurs, je reproche à mes collègues de ne pas savoir faire de conférences. Le monde académique fermé sur lui-même, moi, j'aurais rien à foutre. On peut quand même s'expliquer avec les politiques et avec les responsables. On peut s'expliquer avec des médecins et des psychanalystes. On peut faire une communauté de connaissances partagées. Et ça peut avoir quelques effets quand même, parfois, sur des politiques. Parfois. Je dis parfois. Hein, je souhaite ça. Donc je vais un peu plus loin maintenant. Sur le problème, qu'est-ce qui fait une société? Donc justement, je viens de vous donner l'exemple de l'Arabie saoudite. Eh bien, pourquoi je suis arrivé à l'Arabie saoudite? Parce que je suis devenu expert à un moment de ma carrière auprès de la communauté européenne, hein, expert en sciences sociales auprès du commissaire de la recherche de la communauté européenne, etc. Et on m'avait demandé, est-ce que tu peux nous écrire un texte pour demander l'intérêt des sciences sociales pour le développement de l'Europe et tout? Parce que vous savez, là-bas, le pognon, ça va pour les nanotechnologies, la biologie moléculaire, là, les sciences sociales, à quoi ça sert? Bon, c'est plus tout à fait mal le cas. Maintenant, il y a 900 millions d'euros qui ont été placés, il y a le doublement depuis le temps que j'étais expert. Bon. Alors, ce qui s'est passé dans ma pratique de terrain, qui rejoint pourtant des problèmes d'aujourd'hui, c'est ça. Quand j'étais sur le terrain, un jour, je pose la question normale au Barouya, mais dites-moi, les gars, votre histoire, là, d'où vous venez, là? Bon, c'est la question normale, quoi. Et alors, il y a un type qui me dit, mais Maurice, on n'existait pas, nous, les Barouya. Je dis quoi? Mais non, on n'existait pas autrefois, on n'était pas ici, nous. Ah bon? D'où vous venez, là? Alors, voilà, on était chez les Yoyué, un grand clan. On vient de Bravegar-Baramanduk, et je suis allé voir le terrain de leurs ancêtres et tout, à 4 jours de marche au moins, dans la haute montagne. Et on était partis pour les initiations, hommes et femmes et des enfants. Il fallait chasser pendant un mois pour le gibier pour les grands rites. Et on nous a appris qu'on avait massacré dans notre village tous les initiés qu'on avait laissés, tous les vieux et tout. C'était le sang partout. Ça coulait partout. On s'est tiré, quoi. Et notre groupe est venu ici, dans la vallée d'à côté. Enfin, moi, j'étais à Ouenenara, dans la vallée de Marwaka. On est venu chercher refuge. Et d'autres morceaux sont partis ailleurs. Ok. Après, j'ai retrouvé les morceaux, d'ailleurs. Bon, donc, ils ont été massacrés, ils sont réfugiés. Attendez, se réfugier, c'est quoi? Arriver avec femmes et enfants, il faut qu'on leur donne des terres pour bouffer. Il faut qu'on leur donne de la forêt pour chasser. Sinon, on les tue. Vous comprenez? C'est pragmatique, je vous ai dit. Vous arrivez là, réfugiés. Oui, bon. Donc, ils sont accueillis par un clan local de la tribu que je connaissais, là, les Angers. Et au bout de 2 générations, quand leurs enfants ont piqué la langue locale, mais ça va vite avec les gosses, hein, ça va vite, et la langue n'était pas tellement différente comme l'italien et le français, ils ont organisé un grand rituel avec le clan qui les avait accueillis, et pendant le rituel, ils ont massacré la moitié des gens qui les avaient accueillis. Donc ils ont piqué le territoire, ok? Ils avaient été massacrés, massacre, ok, bon, très bien. Mais après, je lui dis, mais
Mais comment vous êtes devenus alors les Barouillas, avec le nom des Barouillas? C'est quoi le Barouillas? Il dit, le nom des Barouillas, tu sais bien, c'est le clan des Barouillas. C'est le clan qui a donné son nom à tous les autres clans, comme gros nom, les Français. Bon, alors... Et le type me dit, on est devenus les Barouillas, mais je ne pouvais pas comprendre à l'époque, parce que je ne connaissais pas assez tout ce qu'il allait me dire, le mot qu'il allait m'employer. Donc il dit, on est devenus les Barouillas lorsque on a construit notre Chimia et on a initié nous-mêmes nos garçons. Bon, ben, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était la Chimia. Donc il m'a répondu, le type, dans ses catégories à lui, et c'était aussi clair qu'un professeur à la Sorbonne. Hein. Seulement, il fallait connaître la langue et ce que ça voulait dire. Hein, c'est tout, quoi. Et alors, regardez ce que ça voulait dire. Chimia, c'est la grande maison d'initiation où tous les 3 ans, on initie les gamins, là. OK. Chimier, c'est le grand poteau central, immense, 25 mètres de haut. Ça. Et il l'appelle grand-père, OK, c'est-à-dire l'ancêtre. Quand on construit, au sommet de cet immense poteau, on met 4 branches. C'est le clan des Bakia, le clan des guerriers, qui met les 4 branches qu'on appelle Nilla Maye. Maye, ça veut dire les fleurs. Nilla, du soleil. Le soleil. OK? Père des fœtus. Hein? Et les gars qui montent là, c'est des jeunes guerriers. Hein? Ils jettent par terre un animal très, très dangereux à chasser, qu'ils ont chassé vivant, qui est vivant. Ils le jettent par terre, il meurt. Et là, on le donne à manger, on l'offre au plus vieux de la tribu en lui disant « mange-le ». Ça veut dire que 3 ans plus tard, tu auras dégagé et c'est une nouvelle génération qui vient d'entrer. Le plus vieux sort, les plus jeunes rentrent. OK? Bon. Donc, Chimier, ça veut dire le poteau, le soleil, les vieux qui dégagent, les jeunes qui rentrent. Ils ont un cycle de vie qu'ils comprennent. Et ensuite, tous les poteaux arrivent pour construire le côté. Les poteaux sont portés par les pères des initiés. Et après, ils me disent, Maurice, tu sais ce que c'est ça? Chaque poteau, c'est un initié que va planter le père. Et donc, tous les pères se placent dans un immense cercle à la base future de la... Et ils plantent en même temps leur fils. Et ils chantent un cri de guerre. Bon, donc moi je comprends, j'apprends tout ça, hein, il faut apprendre. Et alors je dis, mais qu'est-ce que c'est finalement le... Et un type me répond, c'est une formule magnifique, écoutez. Tu vois, la Chimia, il dit, c'est le corps des Barouillas. Parce que tous les poteaux, c'est le squelette. Arrivent 700 ou 800 femmes avec des bottes de chaume. Vous voyez ce que c'est que le chaume, hein? On va chercher, on coupe, on fait des trucs. Bon. Et à ce moment-là, les hommes montent sur le toit, les chamans, tout ça, pour se protéger de la pollution féminine en masse qui arrive. C'est plutôt joyeux, là. Les femmes lancent les bottes sur le cul des types et tout, là. Ça rigole un peu, là. C'est un peu comme les fêtes paysannes, vous voyez. Mais qu'est-ce que c'est? Ils me disent, c'est la peau. La peau du corps. Bon, donc, ils comprennent à ce moment-là que, à leur manière, dans leur langue, ils me disent que c'est là qu'ils sont unis comme Barouillas. Et tout le monde, quel que soit son village et son lignage et son clan, tous, ils sont initiés en même temps par des rapports qui ne sont pas de parenté, que j'appelle des rapports de politique et de religion. Pourquoi politique et religion? Religion parce que le soleil arrive, ils foutent des bâtons partout, enfin des trucs magiques, les esprits de la nature des montagnes arrivent, et les morts arrivent. Alors, ils ont leurs défunts, les esprits de la nature et le soleil qui arrive. Paf, pour 5 semaines, on y est parti pour ensemble là. Et moi je suis un pragmatique, hein, vous savez, comme type, il faut être calme dans tout ça. Il ne
faut être très calme. Hein. Parce que c'est compliqué, ces rituels. Puis vous mettez les pieds quelque part, on vous engueule. Hein. Mais tu vois pas ce que tu fais? Non, ah non, ça je ne peux pas voir. Là. Mais heureusement que je ne l'ai pas vu, puisque j'ai appris. Bon, passons là-dessus, c'est moi qui parle à moi-même, là. Tu vois. Heureusement que je fais des conneries, parce que ça m'apprend beaucoup, mais passons. Et donc là... et pourquoi je dis politique? Parce que c'est là qu'on promeut les hommes pour gouverner la société. Vous comprenez? Donc moi, je parle comme un occidental, et je dis que ce qu'ils font, c'est du politico-religieux. Et que ces rapports d'initiation et toutes ces institutions, puisque tout le monde d'une même génération est promu en même temps, quelle que soit sa différence de village ou de lignage. Et vous savez que moi, je ne peux pas prononcer le nom de mes co-initiés. Je dois toute ma vie les appeler l'équivalent de frère. Et je ne dois jamais prononcer le nom, par exemple, d'Alain Babatsan si c'est mon co-initié. Son nom est mort avec l'initiation et moi je suis son frère. Ça n'empêche pas qu'on va se tuer entre nous. Mais vous voyez ce que ça veut dire de mettre en avant quelque chose qui traverse les différences de clans. C'est comme chez nous. C'est pas parce qu'on est du même village qu'on est français seulement. La France dépasse mon village, plus ou moins. Plus ou moins. Moi, je suis un ch'ti, hein. Je suis un vrai, hein. Je suis du pays de la bêtise de Cambrai. Donc, vous voyez que... Et je vais jamais voir ce film avec le type qui dit qu'il est ch'ti, parce que je parle mieux le ch'ti encore que lui. Alors, donc, impossible. Je suis chauvin. Je suis un clocher de village chauvin. C'est normal, non? Donc, vous voyez, l'histoire des Baroya, c'est quand ils ont construit leur propre chimia et qu'ils ont initié que... Alors, qu'est-ce que ça... Traduisons maintenant en termes politiques pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire faire ce que je viens de dire? C'est établir la souveraineté de groupes humains sur un territoire, ses ressources, et même ses habitants, s'il y avait eu des habitants avant. Vous comprenez? Je dis politico-religieux parce que c'est nos catégories à nous, pas pour les autres avant. Le politique et le religieux sont fondus. Il n'y a pas de pouvoir humain qui s'instaurait au Moyen-Âge dans l'Antiquité sans les dieux. Il fallait... Vous savez que le premier citoyen romain, c'était Jupiter. Jupiter Primus Cives, premier citoyen. Toutes les lois qui étaient votées par le Sénat devaient être approuvées par le Jupiter. Donc il y avait des rituels, voilà, pas de boum, boum, boum. Alors, en général, Jupiter approuvait les lois qui étaient déjà approuvées. Oui, c'est sympa, quoi. Mais bon, l'imaginaire pèse plus lourd que ce que je viens de vous dire. Sauf qu'il y a une chose que vous devez avoir appris dans la vie, c'est qu'il n'y a pas de foi sans mauvaise foi. Non? Ça c'est... Autrement, on se ferait chier tellement que... Il faut toujours qu'il y ait des petits trous là sur le côté, là, on arrange ça, quoi. Bon, il y a toujours des fanatiques, hein, des gars qui sont... Mais bon, la vie exige le débordement du fanatisme, hein, sur le côté-là. Alors, donc je trouve devant une société dans laquelle la réponse qu'on me fait, une question théorique quand même, c'est pas la parenté, mon vieux. T'es chez les primitifs, mais c'est pas la parenté. C'est pas l'économie non plus. Ah, je me suis tapé pendant 1 an de mesurer 375 champs tous les jours pendant 6 heures. Calculer le nombre de plantes, de patates douces, peser le soir ce qu'il y allait pour les cochons, pour les hommes et tout. Anthropologie économique, analyse quantitative des rapports humains et tout. Le jeune marxiste au triomphe, paf. Ah, je m'en suis... Attendez, hein, faire ça, qu'est-ce que vous ramassez, hein? Étude des sols, qualité des sols, où c'est que les types ils mettent le maïs, où c'est que les types ils mettent ça, tel sol de surface, tel sol. Ici, attention, là, ça ici marche pas là, il y a des esprits. Ça, c'est mon père il a tué quelqu'un là. Bon, on ramasse énormément à faire 375 relevés de jardin, de champs, quoi. Bon. Mais c'est là que j'ai vu que l'économie aussi n'expliquait pas, ne faisait pas une base commune. C'était pas commun. C'est-à-dire les grands clans étaient autosuffisants.
quand ils produisaient deux surplus, et c'est le deuxième surplus qui m'a expliqué les choses. Le premier surplus, ils produisaient des tas de trucs pour aller les échanger chez les voisins, parce qu'ils ne produisaient pas les capes d'écorce. C'était néolithique, hein, les capes d'écorce. Il faut produire des arbres, les mûriers que vous avez en France, on détache l'écorce, on la bat et on en fait comme du velours. On était devant le néolithique. Mais là, il y a des gars qui sont à 2000 mètres, ils ne peuvent pas produire ça, et à 1600 mètres, vous pouvez produire ça. Vous comprenez? Chaleur, humidité. Donc, quand vous regardez comment les gens choisissent, vous voyez, quoi. Et donc, les Barouyas produisent le sel, et les autres produisaient les capes d'écorce. Puis ensuite, on allait plus loin, si on n'était pas tué, pour avoir les oiseaux de paradis, les plumes d'oiseaux de paradis, qui sont pour décorer et reproduire les hommes dans... C'est la reproduction sociale, là. C'est pas matériel, c'est pas économique, c'est politique. Mais ils n'ont pas les mêmes oiseaux à 3000 mètres qu'à 2000 mètres, etc., etc. Les oiseaux de paradis arrivaient au XVIIIe siècle, au XVIIIe et XVIIe sur le chapeau des dames. À partir de la Nouvelle-Guinée, les princesses et autres avaient des trucs comme ça. Ils ne savaient pas d'où ça venait, mais ça venait de très loin, vous voyez. C'était exporté par le commerce arabe qui allait de la Nouvelle-Guinée jusqu'à l'Arabie et plus loin. Vous vous rendez compte? Bon, passons là-dessus. Donc je découvre que les Barouyas, leur économie les unit pas tous entre clans. De même que les échanges de femmes, il y a entre 3 clans, mais pas entre 17. Donc il n'y a rien qui les unit en dépendance générale. Vous comprenez mon truc, ma façon de penser? Et donc seuls les rapports d'initiation politico-religieux les unissaient. Donc à haute l'économie, comme explication d'une base commune qui ferait des sociétés, vous comprenez? Donc à haute le jeune marxiste. Non pas que je sois contre Marx, hein, c'est un type fabuleux, il y a des tas de trucs à prendre là-dedans. Vous savez que Marx avait dit que le marché ne pouvait pas s'autoréguler, là. C'est un drôle de con d'avoir dit ça au 19e siècle, vous vous rendez compte? Il disait que c'était pas possible qu'il y ait une autorégulation, qu'il y aurait des cycles et des surproductions et tout ça. C'est vieux comme la lune, hein. Bon. Donc je ne vais pas critiquer Marx, mais c'était la vulgate marxiste. Avec ça, le pire qu'on a eu en France, c'est Althusser. Le grand marxiste, c'était Vernant, le grand spécialiste de l'Antiquité. Ça, c'était... Il ne serait pas permis d'expliquer, pas Jupiter, puisque c'est latin, mais Zeus à partir de l'économie, comme ça, le panthéon des Grecs. Et après, on a souffert beaucoup avec la vulgate marxiste, hein, qui était une idéologie religieuse, quoi, de substitution, quoi. Bon, passons là-dessus. Mais on est tous dedans. Moi, j'étais dedans, donc je vais pas cracher dans la soupe, non. Il faut en sortir. Quand on a été dans la soupe, il faut en sortir. Hein. Voilà. Et donc, je vois maintenant, et j'arrive maintenant à cette demande qu'on me fait aux communautés européennes, quoi. Et écoutez, les circonstances ont fait que j'ai voulu expliquer aux commissaires et aux membres de la commission le nombre de sciences sociales qu'il fallait mobiliser pour comprendre les événements du 11 septembre. Et donc, je me suis plongé pendant des mois dans Pourquoi? Parce que sur 19 des terroristes, 15 étaient d'Arabie Saoudite, le meilleur allié des Américains. Et 15 étaient wahhabites, de la religion officielle de l'Arabie Saoudite. La forme la plus extrême de rigorisme islamique, non? Donc j'ai dit, il faut que je comprenne. Alors donc j'ai été voir des copains qui sont chiites, sunnites, j'ai pris des bouquins, des trucs anglais, tout ça. Bon. Et qu'est-ce que je vois? Ben, l'Arabie Saoudite, je découvre qu'elle n'existait pas. 1742-1744, deux hommes se rencontrent dans un endroit qui s'appelle Daria, une petite bourgade d'Asie centrale qui n'intéressait personne. Même l'Empire ottoman s'en foutait. Ils relevaient tous du califat, vous savez, du calife, qui était à Sébastopol, je parle comme les Grecs, mais à Istanbul.
Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Mohamed Ben Wahhab, qui fonde le wahhabisme, est un réformateur religieux qui est expulsé de sa confédération tribale, Temim, parce qu'il veut changer les musulmans, qui sont devenus des mauvais musulmans, et donc il veut les ramener, comme toujours, pour progresser, il faut revenir en arrière à la parole du prophète, non? Et pas plus. Il rencontre M. Mohamed Ben Saoud, puisque c'est la famille Saoud, qui est un chef local, un cher ambitieux, et qui veut un peu conquérir ses voisins. Parce que dans les tribus, il y en a beaucoup de guerres intertribales, non? Jusqu'à aujourd'hui, non? Et alors l'union des deux, c'est quoi? Un réformateur religieux et un homme politique qui a besoin, pour faire la conquête politique, d'une légitimation religieuse. Et qu'est-ce qu'ils foutent? Ils s'en vont et ils conquièrent, à la fin du XVIIIe siècle, les deux centrales nucléaires de l'islam, la Mecque et Médine. Si vous avez ça sous la main, vous avez le monde du musulman sous la main, non? Avec les divisions quand même chiites, sunnites. Hein? Ils sont foutus au XIXe siècle, une branche rivale, une famille rivale des Saouds reprend le pouvoir, etc. Et en 1902, enfin, ils reconquièrent les Saouds, Médine et la Mecque. Et en 1945, le grand Mohamed Ben Saoud, celui qui fait l'Arabie Saoudite, qui crée le royaume d'Arabie Saoudite en 1945, il signe avec Roosevelt, président des États-Unis, sur un bateau de guerre en face, un accord éternel. Votre pétrole, c'est pour nous, mais nous vous protégeons contre les voisins, c'est-à-dire l'Iran, chiite, et l'Irak, et peut-être quelques autres. Donc vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous saviez que cette société n'existait pas il y a 5 siècles? Est-ce qu'on vous l'a dit dans le journal Libération ou La Voix du Peuple, La Voix du Nord? Rien. Et ça vous éclaire pas quelque chose, ça? Que ça soit la formule islamique la plus rigoriste où on lapide les femmes adultères, qui soit l'allié particulier de la démocratie américaine, c'est quand même pas mal, non? Alors il faut savoir réfléchir sur la culture et sur la géostratégie. Ça n'aurait pas tellement d'importance, tout ce que je viens de vous dire, si par hasard, l'Arabie Saoudite n'avait pas 25% des réserves mondiales de pétrole. Vous comprenez? Et que ça a servi pour la guerre au Vietnam en particulier, etc. Hein? Parce que bon, ça ne suffit pas la religion pour faire de la puissance. Hein? Il faut d'autres éléments pour faire de la puissance mondiale. Mais aujourd'hui, c'est incontournable. C'est un tout petit pays de 18 millions d'habitants, je ne sais pas quoi. Mais c'est devenu un enjeu international et mondial. Et après, quand j'ai regardé, je ne sais plus combien d'exemples je peux vous donner, que ce qui fabrique des sociétés, ce sont des rapports politico-religieux, et qu'au cœur de cela, il y a de l'imaginaire qui coûte cher à l'humanité, qui coûte très cher à l'humanité. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut se comprendre comme des humains. Hein? C'est comme ça. On est comme ça. Il faut probablement inventer d'autres imaginaires pour le futur. Alors, un grand problème qui s'est posé, nous, anthropologues, on est toujours dans des pays un peu exotiques, mais ce n'est pas vrai. Hein, maintenant, beaucoup d'anthropologues travaillent en France, dans des tas de domaines, et pas seulement avec les municipalités qui ont beaucoup d'immigrés et tout, parce que, par exemple, aux États-Unis, les anthropologues sont très, très utiles pour les blacks, les non-blacks, les chicanos et tout ça, ok. On sait faire, ça. Mais maintenant, on fait, en France, j'ai une étudiante qui fait l'anthropologie des prisons. C'est-à-dire tous les faits sociaux abordés à la manière anthropologique. J'ai même un étudiant, mais c'est plus compliqué, qui a commencé l'anthropologie de la corruption. Alors vous allez chez les gars corrompus, vous dites tiens, on va étudier votre corruption. Là, il faut quand même des précautions. Il faut mieux dire je viens étudier votre façon de faire la pêche à la ligne le dimanche quand vous. Et après, bon, parce que
c'est plutôt dangereux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, il y a des enjeux qui sont plus importants que la connaissance pure, n'est-ce pas? Alors donc, aujourd'hui, on est dans une pleine florescence des sciences sociales qui avons appris beaucoup de choses depuis 50 ans et qui devrions être plus utiles que jamais dans le dialogue avec les citoyens et les responsables de nos sociétés. Vous comprenez? C'est fondamental, ça. Alors, comment je peux atterrir maintenant parmi vous, là? Oui, c'est comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, des gens comme moi? Bon, on essaie de transmettre ce qu'on a appris, quand même, hein, le boulot qu'on a fait, et qu'est-ce qu'on a pu gagner. C'est pas personnel, hein, ça s'investit dans des champs de travail et tout ça. Et moi, je souffre beaucoup, si vous voulez, mais c'est pas pour me plaindre, mais je souffre beaucoup de l'encloisonnement académique et universitaire. Je trouve que c'est pas pour faire une critique des enseignements et des contenus et des collègues, mais il faut que les jeunes soient formés à une connaissance différenciée du monde. Il faut que les gens qui accumulent, par exemple, lorsque vous vous rappelez que Bagdad a été pris par les troupes américaines, et puis il y a eu le pillage du Grand Musée, bon, et la femme qui était curator, la conservatrice, avec 3-4 ouvriers, il paraît que c'est vrai ça, cette légende, a muré une partie des collections qui n'ont pas été pillées. OK? Mais tout de suite, alors là c'était marrant, là, Valérie Pécresse, tout ça, quels sont les spécialistes de la Mésopotamie en France? Bon, il y a 7 types qui ont fait ça dans leur vie, dont on ne parlait jamais. Et ils sont devenus importants, puisqu'ils connaissaient les collections de moins 5000 avant Jésus-Christ, la naissance des civilisations. Ils devenaient vachement importants pour faire le catalogue de ce qui avait été pillé, de ce qui avait été conservé, et de ce qu'on allait retrouver sur le marché mondial de l'art. Parce que ce qui a été pillé, les gars, il est où? Il est à Londres, il est à New York, il est à Paris, dans des collections privées. Et ça ne va pas sortir avant 20 ans, parce que les pièces sont connues. Alors, vous voyez le trafic que ça représente, la guerre des uns et la jouissance des autres, non? Nous, on sait ça. Et alors, à ce moment-là, il y a eu 7 types-là qui étaient des grands spécialistes de l'écriture cunéiforme, qui avaient les listes des dieux et des sculptures. Ils sont devenus vachement importants pour faire l'inventaire du pillé. Avant, on ne leur donnait pas un sou pour faire leurs travaux, parce que c'était des cons qui s'occupaient de Sumer 5000 ans avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, 5000 ans avant Jésus-Christ, ça n'intéresse personne. C'est pas vrai. Là, c'est devenu... On s'est rendu compte qu'on avait touché, je sais pas quoi, moi, un moment crucial de l'humanité, l'invention de l'État. Hein? Voilà, quand même, là, ça a réagi à un moment. Ça n'a pas été très loin, mais j'aurais préféré qu'on leur donne plus de pognon avant qu'il n'y ait le pillage de Bagdad qu'après. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme j'étais directeur du CNRS, je peux vous dire pourquoi je me suis battu pour les sciences sociales. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va durer toute la nuit. Et puis, j'ai tellement de choses enchantées à vous dire qu'il faut bien s'arrêter. Bon, maintenant, ce que vous allez faire, c'est bosser un peu et me poser des questions.